Je suis dans mon bureau avec vous deux et qu'on va aborder une conversation sur Jacqueline de Ribes. C'est sûrement le rêve de tout biographe de parler à son personnage, d'échanger avec lui, de lui poser des questions. C'était devenu possible avec ce sujet, en effet, puisque Jacqueline de Ribes m'a reçu chez elle à plusieurs reprises, m'a raconté sa vie, a répondu à ses questions, m'a ouvert ses archives personnelles. Donc j'ai pu consulter ce qu'elle appelle ses scrapbooks, c'est-à-dire les souvenirs de toutes ses coupures de presse depuis qu'elle a 20 ans, voir une partie de sa correspondance, etc. Donc c'est évidemment un immense privilège pour un biographe, puisqu'on a ainsi une documentation inédite. Le titre m'a été inspiré par Jean-Paul Gaultier, car Jean-Paul Gaultier a intitulé « Divine Jacqueline » sa collection du printemps-été 99. Et j'ai trouvé que Divine Jacqueline, personne ne pouvait mieux la définir. Elle est divine, c'est une supraterrestre. Oui, c'est la première fois que j'écris sur une personne qui n'est ni peintre, ni écrivain ou écrivaine, ni sculptrice, mais avec Jacqueline de Ribes, bien que sa vie soit tout autre, la question de l'art est quand même centrale. C'est une femme qui a finalement sculpté son propre personnage et qui a sculpté sa vie. Elle n'est pas très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui le body art, c'est-à-dire une façon d'utiliser son corps comme matériau même d'une interprétation artistique. Et ça, c'est assez fascinant. C'est une femme qui a donné son image à regarder grâce à des photographes. Elle a fasciné les photographes, les plus grands, de Richard Avedon à Horst P. Horst, en passant par Gisèle Freund, Robert Doisneau, Cécile Beaton et bien d'autres. Donc la photographie est au centre de cette vie. Son personnage très photogénique a été l'interprétation artistique de Jacqueline de Ribes. J'avais rencontré Jacqueline de Ribes, je la connaissais un petit peu. Elle m'avait invitée chez elle lorsque j'ai été élue à l'Académie française. Donc j'ai assisté à un de ces dîners légendaires, très parisiens, chez elle, en 2013, si je me souviens bien. Et à partir de là, c'est vrai que je l'ai trouvée intéressante. Elle a une longue vie, elle a rencontré beaucoup de gens assez célèbres. Elle a fait partie de plusieurs milieux, surtout, à la fois l'aristocratie. Elle est une survivante d'un univers proustien, très Faubourg Saint-Germain, mais elle est aussi un produit de la Café Society, ce qu'on appelle la Café Society, mélangée à cette jet set des années 60-70. Donc, traversant des mondes différents, elle m'a semblé originale, atypique. Pourtant, je crois que je n'aurais pas écrit cette biographie s'il n'y avait pas eu une mythologie américaine. En fait, la Jacqueline de Ribes que j'ai aimé décrire, c'est cette Jacqueline de Ribes qui traverse vraiment l'océan, qui quitte l'univers franco-français et qui donne son visage et même sa légende à la fois à l'Empire State Building, qui expose son profil une nuit à New York, au milieu d'autres stars américaines, et là elle est l'unique française. Et si elle n'avait pas eu aussi une grande exposition en 2015 au Met, au Metropolitan Museum of Art de New York. Dans ce show, ce spectacle d'une nuit à New York sur l'Empire State Building, où un magazine, pour son anniversaire, a organisé un défilé d'icônes, il y a à la fois Liz Taylor, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, des mannequins célèbres des années 70 ou 80, des visages beaucoup plus contemporains comme Kate Moss par exemple, et il y a une seule Française. Et cette Française, ce n'est ni Deneuve, ni Adjani, c'est Jacqueline de Ribes.
C'est donc cette énigme. Comment est-ce que Jacqueline de Ribes devient une icône à l'échelle de l'Amérique ? C'est vrai que pour Jacqueline de Ribes, ça a été un combat, parce qu'elle est née à une époque et dans un milieu où le destin de la femme aurait été de rester à la maison, de s'occuper simplement de ses enfants. Et en vérité, elle a cherché tout autre chose. Elle ne savait pas très bien comment faire. On voit une jeune fille très incertaine, mais elle trouve vite sa vocation. Elle s'exprime par justement à la fois l'élégance, les robes, les travestissements, le déguisement. Elle s'investit aussi dans d'autres domaines qui sont par exemple la production de spectacles, théâtre, ballet, dans l'écologie. Elle sera très active dans les années 70, notamment aux Baléares, où elle mène un combat pour protéger la nature. Elle mène un combat titanesque contre les promoteurs immobiliers. Et puis, elle a beaucoup œuvré aussi en tant que mécène. C'est une fortune importante qui est la sienne, et donc cette fortune est au service en même temps du mécénat, principalement pour les enfants du monde. Et un mécénat également artistique. Elle est beaucoup investie dans le musée d'Orsay. Elle préside en tant que présidente d'honneur les Amis du musée d'Orsay. C'est une femme qui a plusieurs facettes, qui a essayé à chaque fois de s'exprimer, de faire des choses. Et ce qui m'a frappée, d'ailleurs, en parlant avec elle, c'est que, n'ayant pas fait d'études, n'ayant pas de diplôme, n'ayant même pas un métier, c'est un tempérament qui va au fond des choses. C'est une perfectionniste. Donc, elle n'œuvre pas en amateur, mais vraiment avec un point de vue très professionnel dès qu'elle entreprend quelque chose. Oui, parce qu'on pourrait se dire, au fond, cette femme, elle est née avec tous les privilèges. Oui. C'est même incroyable, c'est comme dans les contes de fées. Elle est née belle, riche, intelligente, elle a absolument tous les avantages que donne, mais effectivement, sauf un. Il lui a manqué l'amour dans son enfance. Elle a eu une mère très rude, qui ne s'intéressait pas à sa fille, qui était même à un certain âge, qui est devenue la rivale de sa fille. Dès que Jacqueline de Beaumont, puisque c'est son nom de jeune fille, est devenue une jeune fille, que sa beauté s'est imposée, la mère, aussitôt, n'a eu qu'une idée, c'est la maintenir à distance. Donc il y a cette blessure d'enfance, et les années n'ont jamais cicatrisé cette blessure, à tel point qu'à 90 ans, aujourd'hui encore, elle dit qu'elle n'a pas été aimée de ses parents. Il y a une quête perpétuelle, effectivement, d'amour. Elle cherche... On dit souvent que le narcissisme, en fait, est un reflet du manque d'amour. Et il y a beaucoup de narcissisme chez Jacqueline de Ribes, mais je dirais que c'est un narcissisme esthétique. C'est-à-dire, elle se regarde vivre, elle se regarde être, elle peaufine son apparence, son image, mais toujours avec une certaine inquiétude, une certaine mélancolie, parce que, au fond, ce qu'elle cherche, c'est à être aimée. Et ça, c'est un des éléments, effectivement, de son portrait, un des éléments de sa biographie. C'est-à-dire cette femme qui a tout, qui a été tellement gâtée par la vie, du moins en apparence, en fait, a des blessures qui n'ont jamais cicatrisé. Oui, elle a adoré son grand-père. Malheureusement, elle a perdu quand elle avait 10 ans, mais jusqu'à l'âge de 10 ans, elle a connu une véritable histoire d'amour avec ce grand-père maternel, qui est celui qui a créé la fortune familiale. Il est monté de sa province, exactement comme Rastignac, le personnage de Balzac, et il est devenu banquier. Il a créé sa propre banque,
Et à partir de cette banque, il a monté une immense affaire qui était fondée sur les terres rouges d'Indochine. C'était la banque Rivaux, était une banque coloniale, et le grand-père Rivaux a donc créé la fortune qui a été celle de tous ses descendants. Donc il y a à l'origine cette saga coloniale à l'origine de l'histoire de Jacqueline de Ribes. J'ai bien aimé reconstituer tout ça, m'attacher au portrait de ce grand-père, les liens de la petite fille avec le grand-père, la force de l'image du grand-père pour la petite fille et pour toute sa vie. Il lui a donné en image d'abord sa tendresse, son amour, mais aussi au fond le modèle de la réussite, le modèle du travail, le modèle de l'effort. Elle en est restée à ces valeurs du grand-père qui ont été les siennes pour le reste de ses jours. En même temps, c'est le drame, parce qu'elle perd son grand-père quand elle a 10 ans, la grand-mère qu'elle adorait aussi, et à laquelle elle ressemble physiquement, elle ressemble beaucoup à cette grand-mère maternelle, disparaît un an plus tard. Donc avec la disparition des grands-parents, c'est le paradis perdu qui s'éloigne à jamais. Et elle se retrouve dans cette solitude de petite fille, d'où vont découler un certain nombre de ses souffrances futures. Oui, alors c'est la difficulté évidemment quand on écrit une biographie sur quelqu'un de vivant. Dans la biographie, c'est très intéressant d'aborder le sujet amoureux et de se dire bon, qui a-t-elle aimé, est-ce que c'était est-ce que son mari, est-ce qu'il y a eu d'autres hommes dans sa vie. Alors elle a ouvert des portes autour, c'est-à-dire qu'il y a eu des rencontres avec des hommes qui l'ont fascinée, qui lui ont même appris beaucoup de choses. Il y a eu par exemple Raimundo de Larrain qui était une sorte de manager, on peut le définir comme ça, directeur artistique plus exactement des ballets du marquis de Cuevas. Il y a eu d'autres silhouettes et je me suis attachée à décrire et à faire passer un peu plus qu'en ombre chinoise. C'est un monde décalé que j'ai essayé de peindre dans ce livre. Une société qui n'existe plus, qui est à peu près comme l'Atlantide, complètement engloutie dans le passé. Et puis c'était une micro-société, c'est-à-dire des gens qui étaient très fortunés et qui avaient décidé qu'il fallait traverser la vie de manière légère, en dansant, en s'amusant. Donc de 1960 et même des années 50, ça commence dans les années 50, tous les bals, les bals féeriques qui vont avoir lieu, aussi bien à Venise ou autour de Paris, par exemple au château de Ferrières chez les Rothschild, que sur l'île Saint-Louis chez le baron de Rédé, tous ces bals qui ont finalement marqué l'histoire des mœurs du XXe siècle. Il faut les resituer finalement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là qu'ils ont lieu, en particulier le bal du siècle donné par Charles de Bestegui à Venise, qui est en 1951. En fait, les gens ont traversé des époques très difficiles, très dures, il y a eu des tragédies, des drames, non seulement historiques mais familiaux, et par conséquent, il y a une réaction à tout cela, c'est l'envie de s'amuser, l'envie de danser, l'envie de se réconcilier avec la vie. C'est pas seulement d'ailleurs ce petit milieu aristocratique ou mondain, mais aussi on voit éclore à ce moment-là les bals populaires, les bals du 14 juillet, les bals de quartier, les bals des pompiers, etc. Donc c'est une manifestation de réaction par rapport à toutes les angoisses de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, il va y avoir un nombre de bals incroyable, et j'ai consacré dans ce livre un chapitre entier au fameux bal du siècle qui a lieu en septembre 1951 à Venise. Le premier livre, je l'ai écrit après la naissance de mes enfants, après la naissance de mon deuxième enfant en fait, et je crois qu'il est très lié à la maternité. C'est un livre que j'ai écrit après avoir promené mes enfants
qui était dans un landau, dans les vignes, du côté de Perpignan. C'est ma région natale. Et le paysage très beau des Pyrénées-Orientales m'a inspiré un peu le désir d'écrire. J'ai eu envie de raconter ce paysage, moitié méditerranéen, moitié pyrénéen. Et je crois qu'il est né, je ne m'explique pas tellement, mais c'est lié quand même à la maternité. Je ne me suis jamais dit, enfant, je serai écrivain plus tard. C'est une phrase que je ne me suis jamais dite. Et longtemps, j'ai même hésité à employer le mot écrivain me concernant. Quand on me demandait ce que je faisais, je répondais j'écris des livres. Je n'osais pas dire ce mot écrivain, il me paraissait trop solennel, un peu intimidant. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'être un écrivain, ça veut dire écrire des histoires. Donc il faut un peu démythifier ce mot. Chacun écrit à sa façon et j'espère écrire sincèrement selon la mienne. J'ai d'abord écrit des romans, parce que j'adore raconter des histoires, jusqu'au jour où j'ai écrit une biographie de Romain Gary, un peu par hasard, mais parce que j'avais envie de savoir qui était Romain Gary, dont j'aimais passionnément les livres. Et personne n'avait écrit de biographie sur Romain Gary, c'est la première biographie sur lui. Je me suis lancée dans cette entreprise d'ailleurs sans même réfléchir à quel point ça allait être difficile et compliqué. Mais je suis arrivée au bout de ce livre, donc 4 ans d'efforts, j'allais dire presque de galère, mais ça s'est terminé par un livre. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu comme si le roman s'éloignait de moi, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il y avait des vies réelles, infiniment plus romanesques que tout ce qu'on pouvait inventer. Et que même dans certaines de ces vies, il y a des événements, je crois que si je les avais inventés dans un roman, on m'aurait dit « mais c'est complètement invraisemblable ». Et en fait, ça existe dans les vies réelles. Donc le romanesque des vies réelles l'emporte à mes yeux, enfin, sur le roman même. La méthode de travail, je crains qu'elle ne soit un peu impressionniste. C'est une méthode impressionniste par petites touches, par approches successives, par hésitation, par retour en arrière. Je travaille dans un certain flou, je crois. Et puis finalement, au bout d'un moment, il y a une architecture qui se dégage. Je cherche une lumière. Voilà, je cherche une lumière, un peu comme les impressionnistes. Est-ce qu'on peut vraiment faire une différence aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un roman aujourd'hui? Beaucoup de romans paraissent aujourd'hui qui sont des tranches de vie, presque des tranches de vie crues. L'autofiction qui a un droit de cité incroyable aujourd'hui en France, c'est ça, c'est un morceau de vie cru appelé roman. D'un autre côté, il sort beaucoup en librairie de biographies, donc de récits qui devraient être historiques, objectifs, mais qui sont interprétés de manière romanesque, c'est-à-dire que les auteurs inventent des personnages supplémentaires ou des dialogues qu'ils n'ont jamais entendus. Donc le roman pénètre un peu tous les genres. Je pense que la seule différence pour moi entre le roman et la biographie, parce qu'au fond les deux genres racontent une histoire, racontent la vie d'un homme ou d'une femme, dans un certain décor, dans une certaine époque. La seule différence, c'est effectivement la fiction. Le romancier peut tout se permettre, le biographe a les limites de la vérité historique et biographique. Donc un biographe, selon moi, n'a pas à inventer d'autres personnages ou d'autres dialogues. Il doit rester proche de la vérité objective. C'est une contrainte, mais cela n'empêche pas l'imagination, parce que vous êtes obligé, dans une biographie, de quitter votre époque, de quitter votre peau, pour retourner vers le personnage et vers son temps, vers lui-même. Donc l'imagination du biographe est bien là aussi.
Les personnages font partie de ma famille, en fait. C'est une sorte de famille dédoublée, une famille à côté, entre famille et amitié fidèle, constante. Berthe Morisot, Romain Gary, Clara Malraux, Colette sont toujours près de moi. Et très souvent, même dans la vie quotidienne, il m'arrive de penser à l'un ou à l'autre, juste en me demandant ce qu'ils auraient fait à ma place à ce moment-là. C'est une question de proximité, et je crois que j'écris des livres pour me demander comment on vit. Ce sont des conseils pour vivre, les livres. D'abord, je dirais que les prix littéraires m'ont apporté beaucoup personnellement, parce que j'ai reçu donc l'Interallié puis le Renaudot, et c'est vrai que ces prix ont été importants, ils ont sans doute changé le destin de mes livres. C'est une aide considérable qui est apportée à un écrivain quand il reçoit un prix, parce que tout d'un coup, on a un public plus vaste, on peut s'adresser à davantage de gens, et la conséquence de tout ça, c'est qu'on peut continuer à écrire, donc à être publié. Et me souvenant de ça, j'étais très heureuse de faire partie du Renaudot, parce que, à mon tour, je peux essayer d'influer pour que tel auteur ou tel autre reçoive un prix, soit reconnu, soit fêté par le public. Donc c'est vrai que c'est tout un travail, mais un travail passionnant, pas seulement dans les débats, les moments où on débat avec les autres membres du jury, mais aussi dans la recherche, dans la lecture. Et pour moi, le prix Renaudot, c'est une fenêtre qui est ouverte sur la production romanesque contemporaine. Donc je suis les auteurs au fil des années, je peux voir ce qu'ils font d'un livre à l'autre, comment ils évoluent, et ça me passionne. Et c'est comme ça que je découvre en même temps toute une nouvelle génération de romanciers et de romancières, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui environ, quelquefois un peu moins ou un peu plus, mais qui émergent dans le roman et qui apportent une voix nouvelle. Mais je veux dire une voix avec vraiment un nouveau langage. La façon d'écrire des romanciers de 30 ans n'est pas la même que celle des romanciers de 60 ans. Je suis que la seconde femme dans toute l'histoire du Renaudot, qui remonte aux années 20. Donc c'est presque incroyable. Mais je ne serai plus seule longtemps parce que bientôt, sans doute, nous allons voter pour un nouveau membre, peut-être deux. Alors le jeudi après-midi, quand nous ne sommes pas confinés, je vais à l'académie. De 3h à 4h30 ont lieu les séances de travail des académiciens. C'est un rituel, je ne les manque jamais, sauf exception quand je suis en voyage, mais c'est rare. Je suis vraiment là le jeudi après-midi. Nous travaillons au dictionnaire. Donc nous en sommes actuellement à la lettre V. Nous progressons vers la fin du dictionnaire, sa 9e édition. Et donc dès que nous aurons fini la lettre Z, nous recommencerons à la lettre A pour la 10e édition. Et c'est passionnant ce travail de langue. Et puis tous les académiciens ont la même passion. On partage cette même passion des mots, du vocabulaire. Donc il y a des échanges qui sont souvent fructueux. Et ces séances ont lieu sous le regard du cardinal de Richelieu, qui est le fondateur de l'Académie française et qui est là, présent durant toutes nos séances, sous la forme de son portrait en pied par Philippe de Champaigne. Il est très impressionnant, le cardinal. C'est une consécration, on peut dire, d'être élu à l'Académie française. C'est une chance. Je trouve que c'est une chance d'être élu à l'Académie française parce que tout d'un coup, on est amené vraiment à des échanges, des dialogues avec d'autres écrivains qui sont là, qui vous ont choisi pour faire partie de cette compagnie.
Mais en même temps, moi j'ai toujours vu ça à la manière olympique, vous voyez, à la manière du flambeau olympique, qui est un relais, qui doit passer de main en main. Il y a cette idée dans l'Académie française, vous êtes un moment de l'Académie, vous n'êtes qu'un moment. Et vous succédez à quelqu'un et quelqu'un va vous succéder. Et donc chaque fauteuil a son histoire depuis l'origine, le mien c'est le 33e. Là, j'occupe ce fauteuil, mais très provisoirement. Je sais très bien que dans quelques années, quand je ne serai plus là, je serai morte, un autre académicien ou une autre académicienne prendra la place, mais pour la même mission, c'est-à-dire défendre cette langue française qui est notre patrimoine. On peut dire même que j'ai bataillé pour la féminisation, parce que ce n'est pas facile. L'Académie était assez bloquée sur une position que je trouvais un peu ancienne, refusait absolument qu'on puisse dire une avocate, il fallait dire un avocat, madame l'avocat, etc. Et je trouvais que c'était en retard par rapport au progrès qui était fait, donc j'ai vraiment presque harcelé l'Académie pour qu'on puisse reprendre le débat. Et Hélène Carrère-Dancos, bien qu'étant elle-même historien et non pas historienne, a bien voulu rouvrir justement le dossier. Il y a eu une commission, on a beaucoup travaillé sur la question, et finalement l'Académie a fait un grand pas en avant en acceptant l'idée de la féminisation. C'est-à-dire, l'Académie dit, la langue est encore en train de bouger, en train de changer, mais il n'y a aucune raison aujourd'hui pour s'opposer à la féminisation des métiers, titres et fonctions pour les femmes. Alors, sur l'écriture inclusive, l'Académie est sévère, elle condamne l'écriture inclusive. Je pense réellement que l'écriture inclusive pose des problèmes considérables pour la lecture et pour l'écriture. Elle va compliquer l'apprentissage, notamment de la lecture. C'est le point médian en particulier qui est assez complexe. Mais en même temps, j'ai une position qui est un petit peu plus atténuée parce que je considère que cette écriture inclusive répond à un malaise général aujourd'hui devant ce problème du féminin. C'est-à-dire qu'en français, le masculin devrait être neutre, mais évidemment il n'est pas neutre, il est toujours masculin. Et les femmes, quand elles entendent Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elles aimeraient bien entendre aussi des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, et quand le général de Gaulle s'adressait, le premier inventeur de l'écriture inclusive, c'est lui, quand il s'est adressé aux Français et aux Françaises, et même plus tard aux Françaises et aux Français, là on a quand même un problème à résoudre. Et donc pour moi l'écriture inclusive est une tentative pour répondre à ce besoin de visibilité du féminin dans la langue française. Je marche énormément. J'aime marcher parce que alors je marche où je peux en ce moment évidemment avec les 10 km je suis très limitée donc je marche autour du pâté de maison, je marche au Champ de Mars, je marche dans mon quartier mais autrement oui je marche partout sur les plages, à la montagne, j'adore, c'est l'exercice préféré et je joue beaucoup avec mes petits-enfants, je crois être une grand-mère au moins autant qu'une mère. J'aime être avec les petits, avec les enfants. Je trouve que c'est un cadeau de la vie extraordinaire. Combien d'heures passées à écouter Jacqueline de Ribes ? Sur une douzaine d'entretiens où je la laissais parler et se souvenir pendant des soirées entières, aucun pourtant ne s'est déroulé dans son hôtel rue de la Bienfaisance. Cette femme lumineuse, plutôt que de rester enfermée dans un austère palais de famille, préférait résider ailleurs, dans des maisons plus modernes, ensoleillées, joyeuses.
J'aimais ses monologues, à quoi se réduisaient nos conversations. Elle avait réparti les rôles sans m'en laisser le choix. Elle parlait, j'écoutais en prenant des notes. C'était un rôle agréable car elle racontait très bien. Comme au théâtre, elle possédait son texte. Sa vie, elle en avait fait un roman. Sans rien inventer, elle l'avait mis en scène, construit épisode par épisode. Je l'avais prévenue. Je n'écris pas vos mémoires. Alors, qu'écrirez-vous ? Un portrait, une vie de femme, cela s'appelle une biographie. Jacqueline de Ribes semble perplexe. Elle réfléchit et, comme si elle se sentait dépossédée d'elle-même par une étrangère qui a l'outrecuidance de s'emparer de sa vie, d'entrer dans ses secrets par effraction, elle décrète sèchement « C'est tout de même de moi qu'il s'agit ».